minaret de la Koutoubia est le phare de Marrakech. Il est monumental, mesurant 77 mètres de haut. Au centre, une rampe s'élève en pente douce. Elle fut faite, dit-on, pour permettre aux ânes de transporter jusqu'au sommet les matériaux nécessaires à la construction. Au-dessus du lanterneau, qui nous apparaît comme un second minaret posé sur le premier, fixé à une flèche, 4 boules miroitent au soleil. Les tombeaux saadiens constituent un ensemble admirable. Le sultan Moulay Ismaël, pourtant enclin à raser tout ce qui évoquait le faste de ses prédécesseurs, fit murer l'entrée des tombeaux, car il n'osa quand même pas les faire détruire. Il décida seulement de les entourer d'une enceinte où seuls quelques fidèles pourraient pénétrer par une porte dérobée située dans la mosquée de la Casbah. À gauche, c'est la salle de prière et au centre, la salle des rois. Les mausolées des princes de la dynastie saadienne qui régna sur Marrakech et le Maroc pendant 125 ans furent construits à la fin du XVIe siècle. Alors tout ça c'est du plâtre finement travaillé. Avec les ruissellements des eaux, ça donne une certaine couleur. Alors ici, c'est la salle des femmes. Les musulmans sont entourés, couchés sur le côté droit, tournés vers la Mecque. Et l'autre là-bas, c'est un juif riche, certainement, ou important. Et là, je suis à l'intérieur de la salle de prière. Toujours la même chose, donc l'extérieur très austère, et puis à l'intérieur certainement des jardins. 14 millions d'abonnés, même les gamins ils ont des portables. Séparé deux quartiers. C'est le quartier de la Casbah, et là c'est le quartier juif. Quartier juif. Voilà. Ça c'est le quartier de la Casbah. Bien sûr, Casbah c'est plus ancien, 12e. Et ça c'est 17e. Alors là on est du côté juif et il y a des balcons, contrairement à la Médina arabe. Le palais de la Baïa, le palais de la Belle, fut érigé à partir de 1880 pour une belle, sans doute l'une des concubines officielles, par le véritable maître du royaume, Sidi Moussa, grand vizir des sultans Moulay Hassan et Moulay Abdelaziz, puis par son fils Ba Ahmed. Une fois terminé, le palais dépassait en richesse tous les monuments du royaume. Fin du 19e siècle, il habitait ce palais, lui et sa famille, sa grande famille, 4 femmes et les serviteurs. Alors, il y avait une qui s'appelait Baïa, parmi ces 4. Mais d'après les descendants des serviteurs, toutes les 4 c'était des belles femmes. Et l'occasion de donner au palais le nom de cette femme. Elle s'appelait Baïa.
Dans le palais de la Baïa, la distribution des locaux, des cours et des jardins paraît établie sans plan d'ensemble, sans schéma rationnel. On ne sait jamais où commence et où finit cet extraordinaire assemblage de jardins murés entre des maisons aveugles. Là, on peut visiter une succession d'appartements entourant des patios garnis d'arbres et de fleurs et d'écoutes. Au fil de la visite, on voit plusieurs pièces richement ornées et d'un caractère intime, les appartements de la favorite, où les artisans ont réuni toutes les ressources de leur art. Là donc on est dans une école coranique. Appartement privé du Vizier. Il y a eu un accident là, le gars, avec son vélo, il s'est fait rentrer dedans. Juste derrière moi la Ménara et un paquet de cigognes là-bas. La route vers l'école du Tizine, Chika et Telouette offre les incomparables paysages du Haut-Atlas. Les maisons sont construites en pisé ou en pierre. Les toits plats, faits de rondins et de branchages recouverts de terre, abritent les sombres locaux qui prennent le jour sur une cour intérieure. Les villages, disposés en gradins, s'accrochent aux flancs des montagnes et dominent les espaces fertiles des basses pentes. Souvent, une tour de guet et de défense, qui sert aussi de grenier collectif, veille sur eux. C'est l'Agadir. L'avantage, puisqu'on sent cette chaleur déjà au mois d'octobre, vous imaginez ce que ça peut faire en juillet-août. Ce qui fait que le seul moyen de se protéger de la chaleur, c'est l'intérieur des maisons en pisé. Ça conserve beaucoup de fraîcheur. Sauf que ça demande une restauration permanente. Tous les 2 ans, il faut qu'il restaure. Ce qui fait que c'est soit qu'on est prêt à restaurer, soit qu'on abandonne la maison. C'est ce qui est fait, qui est maintenant l'apparition de maisons modernes. Mais avant, il n'y avait pas de ciment. Il n'y avait que la matière première, l'argile, la paille, la chaux et la pierre, ce qui les obligeait à construire comme ça.
on s'était arrêté pour la photo de la première Kasbah qui s'appelle Tilwat. Et puis la deuxième Kasbah, là on s'est arrêté il y a quelques minutes, qui s'appelle Tamdart. Et celle-là c'est la troisième, c'est la Kasbah de Haït Benadou. La Kasbah veut dire la maison fortifiée qui était autrefois habitée par les riches. Et puisque vous voyez qu'il y a un nouveau village là avec un courant électrique, antenne parabolique, c'est que c'est les gens qui habitaient avant la Kasbah de Haït Benadou qui se sont mis de ce côté. Parce que là la rivière, vous voyez un peu d'eau. Mais dans quelques semaines, le début de la saison d'hiver et donc de la pluie, quand il y a beaucoup d'eau, ces gens-là avaient des problèmes à arriver sur la route. Et tout le monde a construit à partir des années 50 ce nouveau village où tout le monde habite. Et une fois vidé, il a donné ce décor naturel que vous remarquez qui a attiré beaucoup les metteurs en scène pour tourner beaucoup de films. Et l'un des premiers films tournés dans cette Kasbah, c'était Laurence d'Arabie. Et après, c'était Le Diamant du Nil. Et après, c'était Le Gladiateur. Ouarzazate est devenue une capitale cinématographique pour le monde entier. En parlant des déserts, vous allez souvent voir qu'on utilise à la fois parfois l'appellation désert, parfois l'appellation Sahara. Il y a ceux qui disent, quand on parle sur le plan touristique, on dit le sud du Maroc, on fait le désert marocain. Par contre, quand on parle du problème entre le Maroc et l'Algérie avec le front de Polisario, on utilise le mot Sahara. C'est la nuance qui existe entre les deux appellations, c'est que quand on dit désert, c'est comme là où on est. C'est le désert, c'est le vide, mais il y a la vie. Ils ont trouvé dans le désert une plante qu'on appelle l'indigoutier. Et l'indigoutier, il est utilisé pour obtenir l'indigo, qui était utilisé pour les femmes, pour leur tissage, comme pour leur naturel, pour leur habillement. Mais les Touaregs l'utilisaient au niveau d'un liquide bleu qu'ils passaient sur leur peau pour fermer les pores de la peau et éviter de transpirer et d'avoir soif le long du voyage. Donc au fil de faire ça, leur peau même devenait presque bleue. Et donc, puisque c'est une couleur naturelle, ils mettaient ça pour leurs vêtements également, les tissus. Et donc, même se déplaçant dans le désert à 40 degrés, la couleur restait au niveau de leur habillement. Ça veut dire qu'ils cachaient le bleu de leur peau et ils étaient habillés en bleu, d'où l'appellation en bleu. Dans la Palmeraie, un bel hôtel et qu'on sait qu'il appartient à une famille qui a toujours vécu dans la Palmeraie. Et on sait que dans cet hôtel, il n'y avait jamais eu d'architecte pour donner un plan. C'était les membres de la même famille qui ont créé avec leur propre argent un hôtel comme ça. Les femmes n'ont jamais fait l'école ici. À peine commencent maintenant à fréquenter l'école ces dernières années. Alors que si on prend les statistiques dans la Palmeraie ici, dans la région d'aujourd'hui, 90% des femmes ne savent pas lire et écrire. Mais c'est ces femmes-là qui ont eu besoin, comme c'est humain, de communiquer des choses, de la vie qu'ils vivaient. C'est pourquoi là, on a dessiné partout des tapis, on avait des dessins partout. C'est le seul moyen qui a permis aux femmes de communiquer leurs choses. Vivant dans la montagne, vivant comme nomades, vivant dans la vallée, on a compris des choses de femmes à travers même ces croyances d'espérer le bonheur pour la fille qui se marie, d'espérer que la fille ait des enfants et des garçons, tout ça à travers des dessins, des schémas que on voit dans les tapis, mais on voyait plutôt sur les visages des femmes. Les femmes berbères jusqu'aux années 40 avaient l'obligation de mettre un tatouage. C'est une technique donc, qui était dans le cadre de cette tradition d'espérer le bonheur, la baraka, la bénédiction à travers ces tatouages qui malheureusement ont été interdits ou sont interdits déjà par la religion islamique et donc même les berbères les ont abandonnés. Donc le tatouage ici, on ne peut plus le voir, on ne voit que le henné sur les mains, sur les pieds des femmes et le henné que vous retrouvez même à Marrakech pousse ici. Mais la plupart des femmes utilisent ça au niveau de leur tapis. Dans le sud du Maroc, on est limité au niveau de 3 spécialités. La première est donc, c'est bien le tissage des femmes et ça permet donc de savoir dans quelle mesure la femme travaillait un tapis et comment. Généralement, ces tapis n'étaient pas faits pour le commerce, ils étaient faits par une seule femme pour elle, donc ils le faisaient tranquillement, ils travaillaient 2 heures, 3 heures. De nos jours, on est passé à des familles carrément spécialisées, des familles berbères, ils achètent aux femmes et ils exposent jusqu'à les vendre. Et les vendre, ça veut dire les vendre soit à des particuliers, soit représenter le Maroc dans des foires, soit traiter avec des hôtels comme ça. Voilà l'arrivée sur Ouarzazate. Alors là, ce sont les studios utilisés pour un certain nombre de films. Quel studio que c'est ça? Atlas. Ah, les studios.
Voilà, on voit beaucoup de constructions. Les gladiateurs avec Schwarzenegger, c'est pas celui qu'on avait tout le temps avec nous. Il est en propriété avec le gars et le patron qui était toujours. Donc on va monter jusqu'à là-haut, sur le toit où il y a le grand nid de cigogne. Vous voyez donc les portes là, s'il vous plaît, c'est des portes d'origine. Donc la différence entre un Kasbah et un Ksar, Kasbah c'est comme ça veut dire un château fort, forteresse. Ksar par contre c'est un village fortifié habité par plusieurs familles. Kasbah c'est uniquement pour une seule famille. Et à l'époque, pourquoi ils sont construits les Kasbahs dans le sud du Maroc? À l'époque, c'était construit par les caravansérails. Il y en a des Kasbahs qui sont point de passage, il y en a des Kasbahs qui sont point de payer le taxe pour passer pour les caravansérails. Et si vous avez remarqué, vous avez passé par le Dra et le Tudra, donc tous les Kasbahs et les Ksour, ils sont construits devant l'Oued, à côté de la rivière, à cause de l'eau. Parce que sinon, dans le sud du Maroc, il ne pleut pas souvent. Et quand même, dans l'Oued, toute l'année, il y a de l'eau parce qu'il y a des sources. Et donc, cette Kasbah, s'il vous plaît, c'est la date du 18e siècle. C'était construit en 1754. Mélange de la terre, la paille et de la chaux. Normalement, ça tient bien. Quand on fait la visite de Fès, Marrakech, les autres villes du nord du Maroc, on peut visiter des monuments, mais on peut visiter des quartiers où on a la possibilité de voir des ateliers avec des artisans en activité, chose qu'on ne peut pas voir dans le sud du Maroc. On peut voir, depuis qu'on a quitté le Marrakech, des expositions fossiles, poteries, tapis, etc. Mais est-ce qu'on a vu un seul artisan? Non, parce que c'est des gens qui toujours ont vécu de l'agriculture dans leur vallée, ont toujours vécu de l'élevage, et c'est tout. Maintenant, il y a le cinéma, maintenant, il y a l'activité touristique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'artisanat, mais il y avait un artisanat qui n'était pas dans une activité économique. L'artisanat qui s'est développé dans le sud du Maroc, c'était le besoin. Et là, puisqu'il y a beaucoup de variétés de dattes, il y a beaucoup de palmiers qui ont encore des dattes, mais on en a plein qui n'ont pas parce que c'est des variétés qui ont été déjà mûres depuis 2 semaines, quand on les voyait à Marrakech, les dattes d'ici, et maintenant il y a d'autres variétés qui seront récoltées à la fin du mois. Et une année, ils se reposent. Cette année, pour l'olivier, c'est une mauvaise année, puisqu'on va récolter les olives à la fin de ce mois. Pour les dattes, c'est une très très bonne année. Mais tout dépend de la pollinisation, bien sûr. La pollinisation, puisque là, on ne veut pas le remarquer, mais c'est après la récolte, il y a des palmiers qui ne donnent jamais de dattes, ce qu'on appelle les palmiers mâles. Et c'est eux qui assurent la pollinisation naturelle à travers les insectes, les abeilles, les pigeons qui sautent d'un palmier mâle quand ils donnent les pollens au mois de mars. Donc les oiseaux, les abeilles, les pigeons prennent les pollens sur les palmiers et vont après sur les palmiers femelles. Maintenant, les gens, maintenant que la science se développe, ils sont passés à ce qu'on appelle la pollinisation artificielle. On prend les pollens de palmiers mâles. Les gens qui ont beaucoup de palmiers mâles, ils les vendent sur le marché, on les achète si on n'en a pas, et on monte mettre des pollens de palmiers mâles sur les palmiers femelles. Là, ça fait un risque de trop charger le palmier. Et donc, il peut donner une très très bonne récolte, mais se fatiguer 2 et 3 ans pour donner une très maigre récolte. Ça veut dire que les gens, vaut mieux qu'ils restent à ce qu'on appelle le naturel. Et c'est dans le sud, les gens sont obligés de partir travailler, soit à l'étranger, soit dans le nord du Maroc, soit actuellement dans des activités qui leur permettent de rester dans leur région qui est le sud du Maroc. Mais l'idée des gens ici, c'est quand on part, il n'y a pas l'idée de l'exode. Partir chercher le pain, comme on fait dans les années 60 et 70, des Marocains qui étaient partis avec contrat de travail chez les Français, chez les Belges, chez les Hollandais, mais qui n'ont jamais pensé à amener leurs femmes, leurs enfants, qui sont toujours là, à vivre dans les vallées, dans le sud du Maroc. Et même si vous avez des contacts avec des Marocains qui vivent chez vous,
ceux qui étaient de partis, pas dans les années 90, parce que c'est les jeunes maintenant qui partent dans les années 90, les barques de la mort qui veulent l'argent, la richesse. Mais je parle de l'immigration qui s'est faite quand les Français, les Belges, les Hollandais, les Italiens, les Espagnols avaient besoin de main-d'œuvre et qui venaient les chercher dans ces régions. Ils n'allaient pas à Casablanca, ils n'allaient pas à Fès, ils n'allaient pas à Tanger. Ils venaient ici, ils cherchaient les gens qui ne parlaient pas français mais qui sont forts physiquement, parce que le travail à l'époque c'était physique. Ces gens-là n'ont jamais, jusqu'à nos jours, n'ont jamais amené leur famille. C'est maintenant l'esprit de devenir riche en partant à l'étranger qui fait qu'on part et qu'on cherche à faire partir la femme et les enfants et le frère, etc., etc. Donc c'est dans le même état d'esprit que les gens d'ici vont travailler à Marrakech. Leurs familles sont là. D'autant plus que ces gens-là n'ont pas besoin, comme ceux de la ville, d'une somme, d'un salaire pour vivre. Parce qu'ici, on est quand même logé gratuitement. Pas de loyer pour ces gens-là, pas de note de téléphone. La note d'électricité, maintenant qu'ils ont tous le courant électrique, ne peut pas dépasser 6-7 euros. Toute la partie Ouarzazate, Zagora, sur la partie sèche, aride qu'on a faite, il y a 300 millions d'années, c'était des forêts, c'était de l'eau, c'était de la verdure, à tel point qu'on a découvert des squelettes de dinosaures il y a quelques mois dans la région de Ouarzazate. Arrivé à cette région-là, on change complètement de région. On arrive à une région qui s'appelle le Tafilalt. Ils ressortent également avec un pot d'eau partout. Ah oui. Ça ressort avec de l'eau. Voilà la ville avant le désert. C'est une palmeraie qui est envahie par le sable et ils ne savent pas trop comment l'arrêter. Ça c'est l'espace donc où on va dîner. أسواق بردين الفاني Circuler d'un puits à l'autre, ça veut dire que si on descend par là par exemple, on tombe sur un couloir qu'on peut prolonger
ou longer jusqu'à la montagne. Il fallait donc l'entretenir de temps à autre, parce que quand il pleuvait en abondance, à l'époque où il n'y avait pas les barrages, on ne savait pas ce que c'était le mot barrage à l'époque d'eau, les retenues d'eau. Donc les eaux des montagnes qui étaient dans des régions élevées descendaient à travers ces couloirs, ces différents couloirs, là, à côté, et donc l'eau descendait vers la vallée. Mais pour avoir ce système et réussir ce système, il a fallu trouver un sol qui s'appelle le schiste, qui est imperméable, qui n'absorbe pas d'eau. Autrement, le système n'est pas pratique. La partie verdoyante du début des gorges du Tondra. On voit donc que il y a de nombreuses dates mises à sécher. Alors ici c'est la vallée du Dadès. Ici on continue par là-bas. On doit arriver aux gorges du Dadès. Skoura, le nom de ce village qu'on vient de traverser, et le nom de toute cette région qui était une oasis, c'est-à-dire que l'eau était amenée de la montagne à travers le même système de canalisation qu'on a vu hier, qui amenait autrefois l'eau à cette oasis. Et comme partout dans les espaces riches, fertiles, il y avait des riches, des pachas qui construisaient leurs maisons. Ici, c'est Amredil, n'a rien à voir avec les kasbahs qui sont un patrimoine national. Ça, c'est une kasbah privée et même la visite n'est jamais comprise dans les visites. C'est parce que c'est une kasbah qui n'appartient pas à l'État ou à des privés qui ont imposé un prix pour la visiter ou autre. C'est juste cette famille qui garde la kasbah et qui essaie de la restaurer. Comme vous avez remarqué, toute cette partie à droite est restaurée. Là, vous avez de plus près la technique du pisé. C'est l'argile, la paille, la chaux et la pierre. La chaux, c'est un isolant. La paille, c'est pour rendre plus compact l'argile. Et la pierre pour rendre plus dur le pisé. Et puis, on utilise ou des roseaux comme ça, ou du bois de palmier pour les plafonds. Ça veut dire que là, quand il va pleuvoir, bien évidemment, avec la pluie et le soleil, ça va se défriter. Et là, il doit restaurer. Ça veut dire que le pisé demande une restauration au moins une fois tous les 2 ans. Pour les plafonds, on ne va pas les restaurer à chaque fois en les enlevant. On les restaure en ajoutant toujours une petite couche. Jusqu'à ce que le plafond devienne très épais. Et là, il faut le changer complètement. Et puis la restauration, ça donne ce que vous remarquez là-bas. Donc on peut dire que c'est un mur complètement restauré. Mais il va falloir beaucoup de pluie, beaucoup de soleil, au moins 2 ans pour que ça s'effrite et pour
qu'un travail de restauration soit entrepris. Donc c'est de la restauration temps, quoi. Tout. C'est pourquoi vous avez remarqué, puisque ça demande une restauration permanente, vous avez remarqué entre hier et aujourd'hui, les gens qui ont les moyens, ils passent à l'abri. Ils passent au dur parce qu'ils n'ont pas envie de restaurer. Mais l'avantage du pisé n'est jamais remplacé par les briques. C'est cette fraîcheur que vous avez sentie en montant les escaliers. C'est le pisé qui conserve cette fraîcheur. Ici, cette ouverture, il y en a dans toutes les maisons. Bien évidemment, tout le monde entend parler de téléphone arabe. On ne sait pas ce que c'est finalement ça. Entre rez-de-chaussée, premier et deuxième, c'est ça. Ça veut dire que si moi je parle ici de cette manière-là, c'est que la famille qui habite en bas suit exactement ce qu'on dit. Ça veut dire qu'avant, on n'avait qu'à dire Aïcha, c'est l'appareil. Ça veut dire qu'on n'avait pas à descendre, etc. Le téléphone arabe, c'était plus rapide que le téléphone arabe, on ne sait pas, parce qu'il suffit d'avoir une discussion intime ici pour que ce soit écouté en bas sans qu'on le veuille. Ça veut dire que plus rapide que ça, il n'y en avait pas. Il y a parmi vous qui ont un billet vert de 50 dirhams, c'est la Casbah d'Amaridil qui est dedans. Et on a gardé un petit musée que nous allons voir en bas. Et puis vous allez voir le patio intérieur. Le patio en bas, c'est-à-dire la partie où vous allez voir le petit jardin. Ça rappelle ces belles maisons de Marrakech, les maisons où habitaient les riches qu'on appelle les riads. Et ces riads actuellement sont très très vendus, sont très demandés par les étrangers nombreux à les acheter. On a compté à Marrakech il y a 2 ans, en 6 mois, il y avait 3000 familles étrangères qui achetaient les riads à Marrakech. En 6 mois. C'est-à-dire la mode, elle va d'une manière incroyable. La mode a commencé avec Yves Saint Laurent, avec Alain Delon, qui étaient les premiers à acheter des maisons, mais pour le plaisir. Une maison, ils ont dit, dans la Médina, avec les gens, mais à l'intérieur de vrais paradis. Donc Alain Delon, il a acheté, il a dépensé beaucoup d'argent pour restaurer. Yves Saint Laurent, il a acheté, il a dépensé beaucoup d'argent pour restaurer. Et pas mal d'autres personnes qui étaient très riches. Et puis on est passé de cette phase-là, de ce riche qui se permettent le luxe d'une maison secondaire qu'elle fréquentait 1-2 fois maximum dans l'année, à une deuxième phase de gens moins riches qui cherchaient des maisons moins riches pour faire, on va dire, comme les autres. Mais le problème n'existait pas jusqu'à ce deuxième stade. Le problème a commencé avec la troisième phase des gens qui sont des personnes, on va dire, normales, qui ne sont pas de vrais riches, et qui ont fait les mains et les pieds pour acheter des maisons à Marrakech, des petites maisons derrière, mais avec l'idée de les transformer en maisons d'hôtes. Alors là, pour l'objectif de gagner, le gain a fait qu'on économisait dans la restauration, qu'on ne respectait pas les normes de restauration. On ne voyait pas ces jolies mosaïques, on ne voit plus ces beaux plafonds en cèdre sculptés, on ne voit plus cette sculpture que certains d'entre vous ont vu dans le palais de la Bahia, que les autres auront l'occasion de voir après. Parce que quand on dit investir dans une maison pour la transformer en maison d'hôtes, on cherchait à économiser. Donc on utilise le tadlakt, juste de la chaux, etc. On utilise des plafonds en dur, on ne restaurait pas comme il fallait. Donc les maisons à l'intérieur ont perdu de leur charme, on va dire, même si avec de jolies cartes de jardin, etc. Transformer la maison comme une maison d'hôte. Déjà ici 12 chambres. 12 chambres et déjà ça marche. Donc là c'est la maison d'hôte. L'autre côté de la maison ça va transformer comme un restaurant. Voilà le départ de l'hôtel Palmeret à Ouarzazate le dernier jour.
Le terme de Médina désigne la vieille ville située à l'intérieur des remparts. Celles de Marrakech ou de Fès sont envoûtantes avec leurs dédales de ruelles, d'odeurs, de décoration. On découvre en s'enfonçant dans les ruelles un univers fascinant où s'attarde un passé médiéval presque intact, où le vacarme de venelles grouillantes de gamins alterne avec le recueillement des rues proches, des médersas. La place Jemaa el-Fna, au cœur de la Médina, est certainement la curiosité touristique numéro 1. Jemaa el-Fna n'est pas quelque chose qui se voit, mais quelque chose qui se vit. Il faut se plonger dans la foule, se mettre au rythme de celle-ci, et comme elle, déambuler de baladin en échoppe, d'étalage en funambule. C'est le repas qui se prépare pour 6 heures. La place Jemaa el-Fna n'est pas loin de représenter ce forum dont les urbanistes modernes dotent les cités modernes, non plus simple endroit de discussion des affaires publiques, mais véritable centre de la vie urbaine dans toutes ses manifestations, animée d'une vie collective. Aucun caractère monumental ne la signale. Les maisons qui l'entourent sont quelconques, les boutiques serrées les unes contre les autres, plutôt laides, bien que gorgées de marchandises hétéroclites, allant des objets modernes en fer blanc ou en plastique, aux articles plus nobles façonnés par l'artisan. Il existe tout un petit monde d'acrobates, de charmeurs de serpents, de danseurs, de conteurs d'histoires aussi fabuleuses que l'ambiance qui règne autour des amuseurs publics. Il y a là des prestidigitateurs, des diseurs de bonne aventure, des faiseurs de charmes, d'amulettes,
et de filtres, des musiciens, des charmeurs de serpents, des dresseurs de singes. Puis, lorsqu'au coucher du soleil, les visages se teintent d'or, la prière qui a jailli tout le jour au long des circonstances se ponctue finalement par le dernier appel des muezzins. La place, le soir, s'éclaire d'acétylène. Elle devient un restaurant en plein air. هذا حق